Monsieur, bonjour. Monsieur Mendouche, bonjour. Bonjour. Alors, on est au lendemain d'une réunion qui a donc regroupé l'OPEP et ses alliés, les pays donc membres de l'OPEP et leurs alliés non OPEP, donc l'OPEP+. Une réunion qui a été sanctionnée par quelques décisions, bien qu'il n'y ait pas de décision phare, pas de réduction de la production lors de cette réunion. Mais comment évaluer un peu les décisions qui ont été prises, Monsieur Mendouche? Oui, en fait, c'est la réunion du comité ministériel de suivi. C'est une réunion qui s'est déroulée en Skype. Elle a réuni les membres de l'OPEC et OPEC+. Et donc, c'est une réunion qui a fait une évaluation de la situation des réductions de production qui avait été décidée dans la réunion précédente. Et il y a une satisfaction du fait que tous les pays membres ont respecté à 100% les quotas de réduction. Ensuite, il y a eu un deuxième point où la réunion précédente était prévu que les réductions volontaires qui devaient normalement être levées à l'initiative de chaque pays à partir de début septembre, il a été décidé de les maintenir compte tenu de la situation du marché où le prix du baril n'a pas évolué. Troisièmement, il a été décidé de se revoir comme prévu d'ici la fin de l'année pour étudier, voir la situation du marché et éventuellement prendre les décisions qui s'imposent. Justement, c'est un marché qui est en pleine fluctuation en ce moment. Le baril du Brent a fortement baissé avant de retrouver ou de regagner quelques dollars. Hier, à la clôture, il affichait 73, un peu plus de près de 74 dollars même. Alors, il y a différents paramètres qui influent sur ce prix du baril. Il y a entre autres la crise ou la guerre au Moyen-Orient, mais il y a également les paramètres économiques. La Chine, le plus gros consommateur de Brent, qui finalement aujourd'hui ne reprend pas vraiment économiquement, Monsieur Mendouche. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que depuis l'été où le Brent avait atteint 90 dollars, pratiquement, il a perdu 20 dollars, ce qui est assez important, une chute assez importante. Les fondamentaux qui déterminent le prix du baril sont l'offre et la demande, l'état des stocks, les stocks commerciaux, principalement au niveau des États-Unis, et la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies. L'offre, elle est déterminée par les capacités de production de tous les pays producteurs, à leur tête les États-Unis, puis les pays de l'OPEC+. Et la demande, elle est essentiellement déterminée par les taux de croissance, c'est-à-dire l'économie. Les deux pays principaux qui entraînent une demande importante et qui font évoluer le prix à la hausse, c'est la Chine qui importait lorsque son économie, son taux de croissance était pratiquement de l'ordre de 8-9%, 20 millions de barils jour. Ensuite, il y a l'Inde et le Brésil en troisième position. Les pays européens, depuis quelques années, le taux de croissance, il est pratiquement autour de 1,5% en moyenne. L'Allemagne, on connaît la situation de récession de son industrie. Donc, tous ces facteurs ont fait que le prix du baril baisse. Les marchés mondiaux avaient l'habitude de réagir lorsqu'il y avait des conditions qu'on appelle conjoncturelles, c'est-à-dire un conflit, une baisse de production due à l'arrêt de certaines installations non prévues. Mais ces derniers mois, on a constaté que la fluctuation à la hausse, malgré le conflit au Moyen-Orient, elle n'est pas importante. Il n'y a eu qu'1 dollar de plus. Donc le constat est que les marchés ne réagissent pas comme avant à des phénomènes conjoncturels tels que le conflit actuel qui existe entre l'Iran et Israël et l'Iran et plutôt l'entité sioniste et au niveau de la bande de Gaza. Ceci étant, les prévisions
tous les analystes, aussi bien de ceux de l'OPEC Plus que l'Agence internationale de l'énergie ou les plateformes de suivi basées à Washington, d'ici à la fin de l'année, il n'y a pas une tendance haussière. Le prix du baril au Brent se situerait toujours dans la tranche 70-75 $. Au passage, le pétrole algérien, qui est léger, de meilleure qualité, De bonne qualité. Référencé Sahara Blend, il est plus cher. Donc il faut rajouter en général entre 3 et 6 $ au prix du Brent pour avoir celui du pétrole algérien. Alors justement, vous avez parlé de la situation géopolitique. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il y a cette escalade depuis quelques jours, l'entité sioniste qui attaque le Liban, puis l'Iran également, qui est donc de quelque part impliqué dans ce conflit, qui répond à ces attaques sionistes. Alors, est-ce que cette escalade ne va pas influer sur les marchés et de sorte à ce que le baril augmente, Monsieur Mendouche? Ça ne va pas influer beaucoup parce que dans cette région, le plus gros pays producteur, c'est l'Iran. Pour le gaz, il est en deuxième position en termes de réserve. Pour le pétrole, il est en troisième position. Et l'Iran est déjà soumis à embargo par les États-Unis sur ses ventes de pétrole et de gaz au niveau européen, au niveau des États-Unis. Ils ne vont qu'à la Chine et à un degré moindre à quelques pays asiatiques. Donc, il n'y a pas une influence sur une éventuelle baisse de demande, donc d'offres plutôt de l'Iran. Le reste, dans la bande de Gaza, l'Égypte, pour les gisements de Zohr, c'est des gisements de gaz, donc il n'y a pas d'influence sur le prix du baril. Justement, vous parlez de gaz. Le gaz, en revanche, la tendance est haussière. Absolument. Là, par contre, le prix ne cesse d'augmenter depuis quelques semaines avec l'hiver qui arrive, notamment en Europe. Alors là, les perspectives sont plus importantes, Monsieur Mendouche. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le prix du gaz reste sur cette tendance haussière? Absolument. Le gaz est dans une situation tout à fait à l'opposé. Et de janvier 2024 jusqu'à présent, on a constaté qu'il y a une augmentation régulière parce que la demande sur le gaz est beaucoup plus importante et notamment sur le GNL. Pourquoi le GNL? Parce que par méthanier, le transport se fait par méthanier, on peut toucher l'ensemble des marchés, contrairement au gaz qui est expédié par gazoduc. Donc là, il faut utiliser que les gazoducs qui existent. Ceci d'une part. D'autre part, il faut toujours tenir compte du manque, surtout pour l'Union européenne, du gaz russe qui n'a pas été compensé totalement, compte tenu des restrictions qui ont été prises par l'Union européenne de ne pas acheter le gaz russe, quoique le gaz russe il a été rebasculé sur le marché chinois qui est très demandeur. Ceci d'une part. D'autre part, à la conférence, aux deux conférences sur le climat, les deux dernières, celle de Doha et celle de Sharm el-Sheikh, le gaz a été classé comme une énergie propre compte tenu des nouvelles technologies de décarbonation. Donc à l'horizon 2030, il est prévu que le gaz soit décarboné à 100%. La Sonatrach est déjà entrée dans l'utilisation de ces technologies, aussi bien dans le plus grand champ dont dispose l'Algérie, Hassirmel, aussi sur les champs de Ain Salah, où il y a déjà une décarbonation. Et donc, le gaz devient une source d'énergie propre, compatible avec l'environnement, et très demandé aussi bien pour les économies que pour les besoins des ménages. Si l'hiver prochain, particulièrement en Europe, sera un hiver rigoureux, la demande sera plus importante et il pourrait y avoir un problème d'offre. Donc, on commence déjà à parler de prémices d'une crise sur le gaz. Absolument. L'offre ne suit pas la demande.
parce que la chaîne ou l'industrie du gaz, pour pouvoir répondre, c'est pas les réserves qui manquent. Par exemple, l'Afrique de l'Est dispose de grosses réserves, notamment au Mozambique, notamment au Nigeria, mais les investissements pour produire ce gaz sont des investissements d'ordre financier très importants et ça demande beaucoup de temps. Donc le minimum, c'est entre 5 et 10 ans. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on pourrait produire plus de quantité à travers les gisements qui sont déjà en exploitation. En Algérie, pour produire un peu plus, il y a des investissements qui ont été faits, notamment sur le champ de Hassermel, c'est les technologies de boosting, c'est-à-dire de récupération assistée, qu'on appelle récupération tertiaire, pour produire un peu plus, à travers des contrats entre la Sonatrach et certaines sociétés spécialisées, notamment Baker Hughes, qui a les dernières technologies, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des pays producteurs de gaz, parce qu'il faut disposer de moyens de financement d'une part, et entamer ces technologies qui prennent un certain temps pour donner un peu plus d'offres de gaz. Justement, M. Mendouche, il y a des investissements aujourd'hui qui sont annoncés. Vous avez cité la Sonatrach qui fait aujourd'hui ou qui lance des investissements pour produire plus de gaz. Il y a d'autres compagnies à travers le monde qui annoncent des investissements parfois colossaux pour justement produire plus de gaz. Mais ce n'est pas demain la veille que ce gaz sera sur les marchés finalement. Oui, ce qui est désolant dans l'industrie pétrolière et gazière, c'est que ces 10 dernières années, il y a pratiquement, au plan mondial, 1000 milliards de dollars d'investissements qui auraient dû se faire dans le monde pour aussi bien l'exploration, qui est un axe prioritaire pour renouveler des réserves, pour le développement de certains champs et gisements existants. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une stratégie des énergies renouvelables, notamment le solaire. Mais on a constaté qu'avec le temps, que ces énergies renouvelables n'ont pas été mise en place également par les soucis de financement. Nous avons parlé dans la première partie de ce marché gazier où aujourd'hui l'offre est beaucoup moins importante que la demande, risque de l'être encore plus à l'avenir, et de la nécessité d'investir aujourd'hui, que ce soit dans le gaz ou le pétrole, contrairement à ces appels qui ont été lancés pour diminuer donc les investissements dans les énergies fossiles. Finalement, il s'avère aujourd'hui nécessaire, vu la demande qui est toujours très importante. Comment faire aujourd'hui pour remobiliser ces financements, remobiliser ces investissements, donc, et relancer ces investissements dans les énergies fossiles? Effectivement, vous avez raison. Les bailleurs de fonds, et notamment beaucoup de banques européennes, avaient il y a quelques années décidé de ne plus financer les énergies fossiles. Mais avec, comme je disais tout à l'heure, avec la décarbonation, le gaz ne devient plus une énergie fossile au sens d'une énergie polluante. Donc ça devrait changer, mais ça prend un peu de temps pour pouvoir changer. Et effectivement, les industries en matière surtout d'exploration, développement, des champs gaziers déjà existants nécessitent beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il y a une reprise de conscience des pays consommateurs pour revenir sur les décisions de ne plus financer l'industrie gazière. Les prévisions du GECF, le Gas Exporting Forum Country, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie disent, et d'autres analystes aussi dans le monde, principalement aux États-Unis, disent que d'ici à 2040, la part des énergies dans le mix énergétique du gaz sera de 24%,
et à 2060 de 36%. Donc ça donnerait une moyenne de plus de 2% de demande supplémentaire à laquelle il faut faire face. Ceci étant, les pays producteurs de gaz dans l'Algérie ont déjà anticipé et ont initié un certain nombre d'investissements dans le but d'augmenter la production et de répondre à la demande aussi bien interne qu'à la demande d'export. Il y a aussi des investissements qui se font dans d'autres pays tels que l'Azerbaïdjan, tels que l'Afrique de l'Est, tels que le Nigeria, qui, comme je le disais tout à l'heure, vont prendre un certain temps. Ce n'est pas aussi rapide que c'est le cas en Algérie. Par exemple, ici, les opérations d'assistance de récupération par assistée, qu'on appelle une récupération tertiaire, commence à donner des effets durant cette année, durant l'année prochaine et progressivement pour pouvoir aller à une production de 160 milliards de mètres cubes. Elle est de 130 milliards de mètres cubes actuellement et aussi entrer dans la perspective de doubler les volumes d'exportation tels que l'a ordonné le président de la République. Ceci est tout à fait possible à moyen terme grâce aux investissements que consomme Sonatrach par ses moyens propres, mais aussi surtout par les partenariats qui ont été initiés par Sonatrach ces 4 dernières années et ils sont plus d'une trentaine d'accords, de protocoles d'accords, de contrats qui ont été faits avec de grandes compagnies internationales. Et justement, vous parlez de partenariats. On a vu ces tout derniers jours, pas plus tard qu'hier, avant-hier, il y a eu donc des accords qui ont été signés, notamment avec le Niger, avec le Koweït. Là, c'est plutôt dans la transformation, chimique, exactement. Alors, il y a des partenariats. Donc, quelle est la capacité de l'Algérie aujourd'hui à diversifier ses partenariats pour tirer un maximum de profit, notamment en direction de l'Asie, avec toute cette concurrence internationale, M. Mendouche? Oui, j'ai dit que depuis pratiquement 4 ans, en fait, ça a commencé en 2021, ça s'est accentué 2022, 2023 et 2024 au niveau de la Sonatrach. Je parlerai des plus grands partenariats et des plus grands contrats dont l'objectif est de relancer l'exploration, de relancer le développement et de relancer également les récupérations tertiaires. Donc l'un des contrats les plus importants, c'est celui qui a été fait entre Sonatrach, le groupe ENI, italien qui est devenu le premier investisseur dans les hydrocarbures en Algérie. Donc c'est un contrat qui a regroupé Groupe ENI, Total Energy, Oxy, une société américaine qui a racheté les parts d'Anadarko sur le champ de Hassi Berkin, et Equinor, une société norvégienne. C'est au niveau d'un gisement au sud de Hassi Berkin, qui est le deuxième champ après celui de Hassim Saoud en termes de capacité de production. Et il a les 3 axes donc explorés dans sa partie sud, à l'effet qu'il y ait d'autres découvertes. Développer, qu'est-ce que ça veut dire développer? Ça veut dire faire plus de forage pour pouvoir augmenter la production de ce gisement et utiliser les dernières technologies en matière de récupération assistée, c'est-à-dire la récupération tertiaire. Pour que les auditeurs comprennent, un champ ou un gisement au début de sa production, par pression de gisement, on arrive à récupérer entre 20 à 45%. Ensuite, il faut passer à ce genre de récupération tertiaire pour aller jusqu'à 60 à 65%. Tout dépend de la profondeur, de la nature du gisement, de la nature du réservoir et d'autres paramètres techniques. Le deuxième partenaire le plus important, c'est ExxonMobil, qui est la première compagnie privée au monde, et suivi de Chevron, qui est la deuxième compagnie américaine la plus grande au monde et qui a eu déjà 2 protocoles d'accord qui ont été faits avec Sonatrach, et prochainement il y aura un contrat
principalement orienté vers le gaz, compte tenu de l'expérience qu'ont ces deux entreprises aux États-Unis pour la production et l'exploitation et le développement de gisements. ExxonMobil dispose d'un très grand gisement à l'ouest du Texas et il utilise les dernières technologies en matière de décarbonation du gaz. C'est pour cela que ces deux compagnies qui sont des géants, lorsqu'elles se déplacent, dans un pays où il y a vraiment un potentiel et une probabilité de découverte de champs importants. Alors justement, l'exploration, il faut continuer à investir dans l'exploration. Monsieur Mendouche, Sonatrach met déjà le paquet sur cette activité. Oui, l'exploration c'est très important parce que les 10 dernières années, en matière de pétrole, on découvre un baril quand on consomme 2 barils. Donc, l'idéal serait de consommer 2 et de découvrir 2. On n'en est pas dans cette situation, c'est pas propre à l'Algérie, hein, c'est un peu dans le monde, c'est comme ça. Donc la stratégie de Sonatrach en matière d'exploration, c'est de prioriser ce qu'on appelle les zones matures, c'est-à-dire autour des champs déjà existants, donc dans le bassin d'Ilizi, Hassi Berkine, au niveau des alentours de Hassim Saoud, au niveau des alentours de Hassi Rmel, et au sud-ouest, au niveau des alentours de Adrar, donc c'est les champs de Touat, où il y a déjà du gaz, avec des probabilités beaucoup plus importantes découvertes. Le deuxième axe de la stratégie de Sonatrach, c'est d'aller vers le nord, parce que l'Algérie du Nord n'est pas très prospectée pour le moment, et notamment aussi aller tester en offshore, puisque nous n'avons pas encore fait pour le moment un forage d'exploration. Il y a eu déjà des études géophysiques qui ont décelé des potentialités de découverte probables assez importantes au niveau de l'ouest dans la zone de Mostaganem et de Tlemcen, et à l'est au niveau de Jijel et au niveau de Annaba. Probablement l'année prochaine, il y aura les 2 premiers forages en offshore. Donc à partir de là, on saura, c'est le seul moyen d'avoir une certitude de découvrir ou pas. Et pourquoi il y a un intérêt à le faire? Parce qu'on est dans pratiquement les mêmes conditions que l'Égypte, qui a fait une grosse découverte, donc le champ de Zohr en mer Méditerranée, et aussi les découvertes au niveau de la bande de Gaza, donc aussi c'est en mer. Donc ça, c'est à peu près géologiquement, c'est des situations similaires qui pourraient donner aussi à des découvertes en Algérie. Une dernière question, Monsieur Mendouche, concernant la modernisation, que ça soit pour les raffineries, particulièrement des raffineries, pour, disons, consolider l'autosuffisance, donc pour couvrir davantage ou mieux le marché national en produits raffinés, réduire davantage les importations, peut-être même exporter. Alors c'est aussi une autre nécessité pour Sonatrach? Oui. Avant de répondre à cette question, je rajouterai aussi un autre potentiel contrat très important, c'est avec Gazprom. Pourquoi je parle de Gazprom qui a été annoncé? En fait, c'était déjà en 2022 un protocole d'accord, parce que Gazprom étant aussi un géant gazier. Donc, c'est la première fois que Gazprom vient en Algérie. Concernant votre question, en matière d'essence, il y a une autosuffisance et il y a une partie qui est exportée. En fin 2024, il devrait aussi y avoir une autosuffisance pour le diesel et une possibilité aussi à partir de 2025 d'être un pays exportateur de carburant, alors qu'on était avant un pays qui importait de carburant pour une valeur à peu près de 2 milliards de dollars. Très bien, merci Monsieur Mendouche d'avoir répondu à nos questions. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis.